Champion du monde, Julien Alaphilippe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Flandriennes, la période de l'année, la saison cycliste que beaucoup d'entre nous attendent. Et on en a aussi pas mal dans ce podcast qui attendent pas mal cette période de l'année. On a déjà eu les premières classiques flandriennes, notamment pour parler du World Tour sur les derniers jours, le 3 classique in Flanders Fields, nouveau nom de Gand-Wevelgem, et ce mercredi à travers la Flandre. Et surtout, tout ça nous emmène tranquillement au Tour des Flandres qui aura lieu ce dimanche, le deuxième monument de la saison. Alors, est-ce que Tadej Pogačar fera le doublé après Milan-San Remo ? Est-ce que Lotte Kopecky fera également le doublé après la victoire sur San Remo ? Eh bien, on va voir ça, prendre le temps de revenir sur ce qui s'est passé sur ces premières courses, sur ces premières Flandriennes, et se pencher donc sur le Tour des Flandres qui nous attend dimanche avec bien sûr les pronostics. On va prendre le temps de voir ça avec nos 3 chroniqueurs du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on complète notre équipe du jour avec Mickaël, salut Mickaël. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. On va commencer par se pencher sur les premières classiques flandriennes qui ont déjà eu lieu. Alors on avait déjà eu à la fin du mois de février l'Omloop Het Nieuwsblad remporté par Mathieu Van Der Poel, Kuurne-Bruxelles-Kuurne remporté par Mathieu Brennan. Mais surtout on a eu là sur cette dernière semaine, sur ces derniers jours, le 3 classique remporté par Mathieu Van Der Poel en solitaire, puis in Flanders Fields remporté au sprint par Jasper Philipsen. Flanders Fields, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, c'est le nouveau nom de Gand-Wevelgem, pour pas dire in Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem, c'est un peu long. Et on a eu donc ce mercredi, à travers la Flandre, remporté par Filippo Ganna, au terme d'un final encore une fois rocambolesque. Filippo Ganna qui est revenu sur Wout van Aert dans la dernière ligne droite. À croire que le Belge de l'équipe Visma Lease Bike est maudit sur cette course. Mais déjà, avant de préciser un petit peu cas par cas tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de ces premières Flandriennes Comme je disais en intro, les Flandriennes, c'est généralement une période qu'on attend beaucoup et il y a au moins Geoffrey qui attend ça très particulièrement. Mais du coup, Geoffrey, déjà, est-ce que ça t'a plu, toi, ces premières courses, ces premières Flandriennes ? Ah oui, c'est kiffant. Toutes les courses étaient meilleures les unes que les autres. Plus on avançait, plus ça se retrouvait à être encore plus épique. Donc les premières semi classiques ont tendance à préparer les coureurs vers le Ronde et Roubaix. Et là, nous aussi, on est prêts, on est chaud. On a hâte d'être sur les 2 monuments qui arrivent. Ah, il s'est passé pas mal de choses. Et puis, il y a aussi eu, comme tu me disais, avant qu'on enregistre ce podcast, les courses que j'ai pas citées, comme le Grand Prix de Denain, avec le numéro improbable d'Alex Segart. Au lendemain de la course de Nokere, où il avait failli déjà le faire. Donc, ça enchaîne les dingueries à chaque fois, et avec en plus le bonus des Flandriennes, avec les petites routes, les changements de direction, les changements de type de revêtement, qui fait qu'il y a de la tension non-stop du début à la fin. Avec en plus le bonus vent par moment qui peut se mettre à souffler. Il y a un changement de direction, ça souffle à 25, mais d'un seul coup le peloton est pété en 3, il n'y a personne qui comprend comment ou pourquoi. Donc, c'est ça qui est génial avec les Flandriennes. C'est ça. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces premières classiques flandriennes ? Ce qui était bien pour les 3, c'est qu'elles n'étaient pas pliées à 20 ou 30 km de l'arrivée. Dans les 3, il y a eu un très gros suspense, donc ça fait plaisir, contrairement à d'autres courses. Et sinon,
Avant de développer, le petit fait bon, tragicomique, c'est Visma, 3 podiums, 0 victoire. Oui, avec la deuxième place de Wout van Aert ce mercredi à travers la Flandre, il y avait eu Christophe Laporte avant ça, troisième d'In Flanders Fields, et Perstrand Hagenes, deuxième de l'E3 classique. Bon, pas de victoire donc en effet, mais une bonne présence. Johan, toi pour terminer ce tour de table introductif, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu retiens de ces premières Flandriennes? Moi, je pense que c'est commencé plus bas que je l'offrais, parce que le début, le mode Teknosblad, cataclysmique, qui arrive entre l'UAE et les Strade Bianche, c'est le même délire, c'est au secours, quoi. Et tu te dis, mais on est parti pour ça toute la saison, ça va être abominable. Et il y a une espèce de miracle qui tombe sur la course au Grand Prix E3. Peut-être Van Der Poel, il est presque repris. Enfin, ça a pas fait une belle course, mais tu dis, ça commence à être intéressant. Et là-haut, sur la dernière course, où c'est magnifique, un super grand VV Game, une magnifique à travers la Flandre, où vraiment là, on retrouve des belles Flandriennes, des courses de peloton, où ça joue, ça part dans tous les sens, où ça va pas forcément que dans les bosses, où il y a des coureurs qui se révèlent, qui se montrent à différents moments, et où là, vraiment, on prend un grand plaisir de vélo. Et c'est très agréable. Ah bah voilà, ça fait du bien de vous voir tous enthousiastes. On profite de ces Flandriennes qui ont donné des scénarios. Alors, il y a un petit élément, je sais pas si ça joue, il y a pas Pogacar au départ. C'est vrai. C'est vrai qu'il était pas là, et par contre, dimanche sur le Tour des Flandres, Pogacar sera présent au départ. Voilà, Pogacar qui court peu. On s'en plaint pas. Voilà, on n'est pas forcément à s'en plaindre, en tout cas à regretter son absence. Là, sur ces Flandriennes qu'on a eues, on a suffisamment profité du spectacle qui s'est Après, on dit proposé. ça, mais pour Paris-Roubaix, il reste quand même pas sur un terrain qui est nécessairement à son avantage. Donc ça restera intéressant d'aller le voir là-bas. Bien sûr. Bon, par contre, quand on sera sur le Tour de France ou sur un grand tour où on met 17 arrivées en côte ou en altitude sur 21 étapes, forcément, ce sera pas la même ambiance. Ah oui, ça, c'est sûr que ça sera pas forcément tout à fait la même limonade, mais bon, on va se concentrer déjà sur nos Flandriennes. Alors, et ça, sur des courses où le plus dur, c'est très loin de l'arrivée, ou dans le final, on reste sur 10 à 12 bornes tout plat, sur des grandes routes, pour potentiellement avoir des retours de l'arrière, et qui est les courses poursuites épiques qu'on a eues depuis 15 jours. Et justement, en parlant de ces retours de l'arrière, on peut noter quand même que sur les 3 dernières Flandriennes qu'on a eues, le 3 classique, In Flanders Fields et à travers la Flandre, on a eu justement le favori qui est parti à l'avant dans les passages les plus compliqués et qui s'est fait reprendre, ou presque, puisque seul Mathieu Van Der Poel sur ces 3 courses a réussi à aller jusqu'au bout. Mais Van Der Poel et Van Aert dimanche sur In Flanders Fields se sont fait reprendre dans les derniers kilomètres. Après s'être isolé dans la dernière ascension du Kemmel. Et ce mercredi sur à travers la Flandre, Wout van Aert a été repris dans la dernière ligne droite par Philippe Ogana. Après qu'il ait attaqué à 40 km de l'arrivée dans l'Eikenberg. Donc le fait de voir comme ça 3 courses, 3 Flandriennes où le favori se fait reprendre ou presque dans le final, est-ce que c'est une tendance qui se dessine ou est-ce que c'est plutôt un concours de circonstances pour retrouver cette description rapide du final sur ces 3 courses? Bah, c'est quelque chose qui peut arriver dès qu'on n'a pas un coureur qui est 15 jambes au-dessus de tout le monde. Donc pour toi, Geoffrey, c'est plus le signe d'une homogénéité du peloton, on va dire? Quand même pas parfaitement homogène, parce que Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert restent en dessus, tout le monde n'a pas leurs jambes. Mais sur des tracés où les difficultés sont plus loin de l'arrivée, ça permet à des coureurs qui, par un jeu collectif, par une course de peloton, peuvent potentiellement revenir face à un homme seul ou face à un duo. Ce qui serait pas possible si on avait une arrivée au sommet. On met un Grand VV Game où l'arrivée, on la trace en haut du Kemmel, c'est bon, hein, Mathieu Van Der Poel en bourrin, il écrase tout le monde et il a la course gagnée. C'est vrai. Là, le fait qu'il y ait 30 bornes après pour arriver à Velgem, ça joue. Un peu la même chose sur la route de Waregem qu'on avait à travers la Flandre, où clairement c'est pas l'Erlegem Strat et le Nokereberg qui vont faire la différence. Pour les favoris, on est obligé de bouger beaucoup plus tôt. Et pour les autres, il y a l'opportunité de revenir, de retenter des choses par la suite,
sans être nécessairement le plus fort. Et c'est ça qui est toujours intéressant sur ces courses flandriennes, notamment sur les plus petites, entre guillemets, parce que sur le Tour des Flandres, il y a quand même Quarmont et le Patersberg dans le final, où là, quand même, il y a moyen de faire du dégât. Oui, ça fait généralement quand même pas mal d'écart. Ça c'est sûr, surtout avec un Tadej Pogačar qui sera au départ et qui n'était pas présent sur les 3 courses que l'on a évoquées. Johan, est-ce que tu es du même avis que Geoffrey sur le fait où c'est le parcours et le fait qu'on ait le favori un petit peu moins dominant, on va dire, qui une combinaison de ces 2 facteurs qui a joué à avoir ces scénarios de course? Déjà, je pense qu'il y a certains coureurs qui sont un peu trop habitués ces dernières années à attaquer à 90 km de l'arrivée, à se dire bon, je pars tout seul, ça va tenir, et bah non, pas forcément. Donc derrière, on a des pelotons qui sont très costauds, très homogènes, donc qui ont des capacités à rouler, à pouvoir reprendre du temps, même si les coureurs devant sont très très forts, mais quand tu attaques tout seul à 60 bornes d'arrivée, bah ça laisse de la place quand même pour pouvoir se faire reprendre. Euh, et après, au-delà de ça, je pense aussi qu'on a un regard qui est trop focalisé sur le moment, parce qu'en soi, dans le Games, ça a toujours été une course où des coureurs avaient tendance à se faire reprendre dans le final. À travers la Flandre, pareil, ça a toujours été une course à tendance à coureurs qui se font reprendre dans le final. Moi, je me souviens de Thomas Voeckler qui passe tout près à travers la Flandre, mais qui est tout le peloton aux fesses, pour l'autre dessus, et je sais plus qui gagne après au sprint. C'est des courses qui ont une tradition aussi d'avoir des pelotons qui peuvent s'organiser et de pouvoir revenir sur des coureurs qui ont fait l'effort à l'avant dans des moments plus loin de l'arrivée. Donc entre trois, c'est moins le cas parce que c'est une course très dure. En général, c'est un peu une répétition du Tour des Flandres. Mais je sais pas si c'est une vraie tendance. On voit des choses dans l'homogénéité du peloton, le côté très massif des pelotons qui arrivent à passer des bosses à des allures folles. Ça, c'est à noter, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une tendance plus particulière que ça sur que les coureurs se fassent reprendre près de l'arrivée. On voit quand même qu'il y a des coureurs qui restent au-dessus du lot. Ce que Wout van Aert fait aujourd'hui, c'est absolument monstrueux quand il relance dans l'arrière-côte, qui reprend 15 secondes d'un peloton qui est à bloc pour pouvoir quasiment gagner. C'est quand même assez incroyable. Mathieu Van Der Poel qui part tout seul à 60 bornes parce que pourquoi pas, vous n'arrivez pas à me tenir. On reste toujours dans la même tendance. Après, c'est bien de voir que derrière, il y a toujours des pelotons, enfin, au niveau un peu plus resserré, que ça donne des choses un peu plus intéressantes. Donc au final, est-ce que c'est pas à se dire que c'est les dernières années où les coureurs qui partaient en tête arrivaient entre gros guillemets facilement à aller au bout? Est-ce que c'est pas plutôt ces dernières années justement qui étaient une anomalie par rapport à la façon dont se courent ces courses? De toute façon, dans l'histoire du cyclisme, c'est très bizarre, là, dans l'histoire récente du cyclisme, c'est très bizarre. Enfin, les courses récentes où t'as des coureurs qui peuvent partir tout seuls dans les années 2010, on se moquait du cyclisme féminin parce que t'avais des Van der Breggen ou Van Vleuten qui attaquaient à 70 bornes et qui arrivaient à gagner. Et bizarrement, quand ça arrivait sur le cyclisme masculin, c'est génial, c'est formidable, brise les codes. Euh, bon. Donc oui, c'est assez bizarre d'avoir des coureurs qui soient autant dessus du lot, qui peuvent faire des courses aussi unilatérales, donc notamment sur les Flandriennes qui étaient très très chouettes dans les années 2010, avec un paquet de coureurs beaucoup plus divers. Même si t'avais des Cancellara, des Boonen, tout qui gagnaient plus régulièrement, mais c'était comme plus varié. Et quand t'avais un Cancellara qui faisait une attaque à 50 bornes d'arrivée tout seul, ça criait au moteur électrique parce que c'était absolument inimaginable. Alors que maintenant, plus personne sourcille quand ça se passe. Mais du coup, oui, c'est forcément qu'on s'est habitué à une forme de processus où le coureur, comment dire, un des 4, 5, 8 fantastiques selon les nombres, comment ils changent selon les années, attaque, il part tout seul, on se dit bah ok, c'est plié, c'est fini, et puis on regarde un peu les places d'honneur. Donc que là, ça revienne et que le peloton puisse encore jouer, donc forcément, ça fait une impression un peu différente et forcément, ça marque les esprits. Michael, est-ce que les scénarios, les résultats qu'on a vus sur l'E3, sur Grand Level Game, sur À travers la Flandre, ça peut aussi inspirer peut-être et dire aux coureurs qui se font distancer par des Van Aert, des Van Der Poel dans les principales difficultés, de dire c'est possible de rentrer derrière et donc
de donner confiance à ces coureurs-là qui puissent ensuite s'allier pour continuer de croire en la victoire. Oui, parce qu'on a déjà eu plein de fois le scénario où il y en a un qui attaque comme ça. Des fois, il y en a une dizaine derrière. Ils se regardent tous et après, du coup, bah, ça se met pas, ça s'organise pas. Et après, devant, même s'il est le plus fort, bah, par rapport à 10 mecs qui s'organisent pas, bah, bizarrement, bah, il peut aller plus vite. En fait, Van Der Poel sur le 3, on pensait que l'écart s'était fait, mais une fois que ses poursuivants derrière et un peu plus loin le peloton, chacun de leur côté se sont dit bon bah on va se mettre à collaborer, à arrêter de faire des attaques inutiles qui vont faire ralentir tout le monde. Bah les écarts ont fini par descendre et même très dangereusement pour le groupe de 4 qui sans un ultime coup de bluff entre eux en disant qui va essayer d'aller, qui va faire le dernier effort pour aller chercher Van Der Poel, bah ce serait même eux qui seraient joué la victoire. Oui, parce qu'on voit un kilomètre, trois fois rien de l'arrivée, que Van Der Poel il est à 2 doigts de se dire bon bah je me relève et on va se la jouer au sprint à 5. Et que finalement c'est parce que l'entente elle est pas exceptionnelle au moment de boucler les 2 dernières secondes sur Van Der Poel entre Per Strand-Hagenes, Florian Vermeersch, Stan de Wolf et Jonas Abrahamsen. C'est parce que l'entente elle est pas exceptionnelle tout d'un coup alors qu'il reste 2 secondes à reprendre que Van Der Poel prolonge, reprend son effort et va chercher la victoire. Exactement. Et sur le 3 c'est indifférent, faut dire que bon il y avait encore plus de plats derrière et généralement à Wevelgem, oui, pardon. Généralement, à Wevelgem, la fin du parcours est généralement plus facile sur plus de kilomètres, donc un petit peloton bien organisé, généralement arrive à reprendre les attaquants. Oui, c'est vrai. Même s'il a quand même fallu un gros Filippo Ganna pour pour revenir. Je sais pas si sans la victoire, ça serait pas joué à 3 avec quand même Alex Segard qui était rentré de manière extrêmement costaud dans le final. Mais donc voilà, c'est assez important à prendre en compte. C'est vrai que Flandrine, il y a un peu de chat de Filippo Ganna qui reprend tout le monde dans le final et il y a Virgin Vermeersch qui rage quitte à chaque fois avant de finir les derniers mètres pour attraper celui qui est en tête. C'est vrai que Florian Vermeersch là sur ces 2 dernières courses, Wevelgem il bascule pas loin au sommet du Kemmel, le dernier sommet du Kemmel, mais après il se retrouve tout seul et il se fait reprendre par le peloton. Et là sur à travers la Flandre, c'est le dernier à tenir la roue de Filippo Ganna. Il se relève. Enfin, il y en a qui disent qu'il a pété, mais je crois vraiment qu'il se relève parce qu'il voit le peloton qui est à 2 mètres derrière, qui lui a plein les pattes. Il dit oh bah tant pis. C'est fou. Ouais, je sais pas s'il se relève ou s'il en peut plus, mais en tout cas c'est la preuve que il faut continuer d'y croire tant que t'es pas repris. Et ça, Filippo Ganna, il a réussi à bien l'appliquer pour aller chercher cette victoire. Ça, Geoffrey, justement, j'imagine que la victoire de Filippo Ganna t'a fait plaisir. Ah bah oui, je tenais plus. Au moins la victoire, les 2 derniers kilomètres, je les ai fait complètement en apnée, en espérant le voir revenir. Et quand au dernier virage, je vois que dans l'aspiration, il est en train de revenir, j'étais un peu fou, quoi, parce que ça y est, il a sa classique chez les élites, depuis le temps qu'il tournait autour et qui cherchait de l'avoir. Ça montre qu'il monte bien en forme et qui va être à suivre dans... Alors pas ce week-end parce qu'il fait pas le round 2, mais la semaine d'après sur Paris-Roubaix. Ouais, ça il faudra faire attention à Filippo Ganna, qui donc a décroché sa première course en ligne d'un jour depuis Paris-Roubaix Espoir en 2016. Voilà, donc il a déjà gagné à Roubaix, mais pas chez les pros. Donc on verra si ça sera s'il pourra y arriver cette année. Et si, il a gagné à Roubaix chez les pros, mais sur l'autre vélodrome. Oui, c'est vrai, et c'est juste à côté, hein, mais pas un vélodrome extérieur, en effet.
Donc bon, voilà, il s'est passé donc quand même pas mal de choses. Si on reprend déjà la course de ce mercredi, parce que j'ai envie qu'on s'arrête un peu sur ce que fait Wout van Aert. On parlait de Philippe Ogana qui le reprend, mais il faut aussi parler de Wout van Aert qui avait réussi à s'isoler après son attaque dans l'Eikenberg, qui avait déjà aussi été le seul à suivre jusqu'au bout Mathieu Van Der Poel, enfin, presque jusqu'au bout en tout cas Mathieu Van Der Poel dimanche dernier vers Wevelgem. Est-ce que là, on est en train de retrouver un très bon Wout van Aert, peut-être pas le meilleur Wout van Aert, mais Wout van Aert qui revient à un excellent niveau? L'année dernière, il avait déjà un excellent niveau. Le problème, c'est que il a mieux couru en Classic Man et en gagnant dans des conditions comme ça sur une étape du Giro, sur une étape du Tour que dans les classiques en avril. C'est pas faux. Mais il était déjà dans le coup sur les classiques d'avril. S'ils n'avaient pas fait collectivement n'importe quoi à travers la Flandre l'année dernière, il aurait déjà dû le gagner. Après, il enchaîne des 4e places Tour des Flandres à Roubaix et à l'Amstel. Donc bon, le bilan est pas génial, mais il était déjà un peu dans le coup. Là, on va dire ce qui a pu changer, c'est pas juste qu'il soit dans le coup, c'est qu'il soit... c'est plus sur Wevelgem, où le moment où on retrouve le match avec Mathieu Van Der Poel, on a l'impression de repartir 6 à 7 ans en arrière. Oui, il y a il y a un peu de ça aussi, quoi. Parce que je crois que j'avais vu la dernière fois que Van Der Poel, qui est du coup toujours la dernière fois où Van Der Poel et Van Aert se sont affrontés à deux, ou un tout petit groupe pour la victoire, c'était le 3 classique. Oui, en cyclocross, mais sur route. Sinon, puis cyclocross, c'était même pas cet hiver. Sur route, c'était le 3 classique 2023. Et je me trompe pas que Wout van Aert avait remporté. Mais sinon, je crois que c'était vraiment juste un contre un, c'était Tour des Flandres 2020. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais donc c'est vrai que ça nous avait ramené un petit peu quelques années en arrière par rapport à ce que faisait Wout van Aert. Toi, Johan, un peu comme ce que dit Geoffrey, de ce que tu vois de Wout van Aert, c'est plus ou moins le même que l'année dernière, peut-être juste qu'il court un peu plus justement cette année que l'année dernière? Ah non, moi je le trouve bien au-dessus de l'année dernière où l'année dernière c'était un très bon coureur, il marchait bien, mais il se prenait quand même des tirs dans les côtes. Là, ce qu'il fait dans le Kemmel et ce qu'il fait aujourd'hui face à un peloton tout seul, je pense qu'il est dans les meilleurs standards de sa carrière. Je sais, il a sans doute déjà été plus haut. Je sais pas quand il était au Cap Blanc ou des choses comme ça, mais là pour moi je pense qu'il est dans des très 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 grande forme et je pense qu'il est largement au niveau de certaines années où il enchaînait les victoires sur les classiques. Les dernières, il avait fait un beau Tour des Flandres, mais il prenait des tirs dans les monts, il revenait, c'était quand même pas le même configuration. Là, quand je l'ai vu accrocher Van Der Poel dans le Kemmel, Van Der Poel qui est quand même de plus en plus fort en soi, je me suis dit, ah oui, il a retrouvé vraiment des grandes jambes. Alors Michael, tu vas faire l'arbitre, départager un petit peu le débat, le duel. Wout van Aert, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, sur ce qu'on a vu de lui vers Wevelgem et sur à travers les Flandres? Est-ce qu'il est mieux que l'année dernière? Oui, moi je le sens mieux, parce que l'année dernière, on l'a senti fort, mais peut-être un cran au-dessus, en dessous, pardon, pour aller chercher la victoire. Là, ce qu'on a vu ces derniers jours, et pourtant c'était pas gagné d'avance parce que on a eu très peur qu'il puisse pas faire de classique il y a quelques semaines, me montre qu'il peut vraiment avoir de bonnes ambitions sur les 2 monuments à venir. Alors on verra ça quand on parlera quand on se penchera justement en détail sur le Tour des Flandres qui arrive dimanche. Un petit mot quand même aussi sur son alter ego, on va dire, du cyclocross, Mathieu Van Der Poel, qui lui a gagné, puisque Mathieu Van Der Poel a remporté le 3 classique. Mathieu Van Der Poel qui n'avait pas remporté avant cela Milan-San Remo, mais il avait remporté fin février l'Omloop Nieuwsblad. Mais Mathieu Van Der Poel, on avait vu justement sur le 3 qu'il avait failli se faire reprendre, que sur une Flanders Fields, qu'il s'est fait reprendre avec Wout van Aert.
est-ce que ça veut dire que Mathieu Van Der Poel est moins fort que prévu ou peut-être tout simplement moins fort que l'année dernière? Après, en fait, c'est aussi qu'il court d'une manière un peu c'est presque trop ambitieuse, mais c'est dur de dire qu'il est moins fort que l'an dernier quand tu vois le numéro qu'il fait sur le Grand Prix O3, qu'il fait sur le Newsblad. C'est toujours un coureur qui a eu aussi des coups de plus ou moins bien. L'année dernière, sur le Tour des Flandres, il n'est pas extraordinaire non plus. Avant d'être monstrueux sur Paris-Roubaix, on verra bien comment il va être ce week-end, le week-end dans 2 semaines. Mais en San Remo, il y a eu la chute, forcément ça impacte. Et l'année dernière, on l'avait vu sur moins de courses aussi, donc je sais pas si vraiment on peut dire qu'il est moins bien que les dernières années. Donc pas forcément d'inquiétude pour toi concernant Mathieu Van Der Poel, c'est juste il peut pas gagner tout le temps. Bah, en fait, c'est bien qu'Agor gagne pas tout le temps. Non mais c'est En vrai. soi, c'était le plus fort sur Grand V Games, c'était le plus fort sur le Grand Prix 3, c'était le plus fort sur White Newsblad. Ça va, hein. Pas en difficulté non plus. Geoffrey, est-ce que tu rejoins Johan sur le fait que ma question elle est un petit peu exagérée, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter concernant Mathieu Van Der Poel? Est-ce qu'il y a besoin de s'inquiéter à l'approche du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix d'un coureur qui a gagné l'Omloop et Harelbeke dans la préparation? C'est vraiment ça ta question? Alors je sais, oui, il y a la manière dont il l'a gagné, il a pas tout écrasé, il s'est fait parfois reprendre. Si derrière ils avaient eu un cerveau à Harelbeke, il se serait fait reprendre aussi. Oui voilà, c'est que c'est aussi le... Certes il gagne, mais il est... Bon, à l'Omloop il avait une bonne marge, mais sur le 3 et puis ensuite avec Wevelgem, on l'a pas Ah, vu mais avec la même marge que les années précédentes. C'est plus Après, ça. sur Wevelgem, il pouvait aussi jouer avec la carte Philipsen derrière, donc c'est peut-être un peu différent. Mais oui, sur le 3, un favori qui part tout seul à je sais pas combien de kilomètres de l'arrivée, on se dit bon, bah ça y est, la course elle est finie, il va tout plier, et en fait, non. Ça fait presque rafraîchissant dans ces années Pogacar où certes il y a du spectacle et de l'animation avec un coureur qui part loin, mais où tout était plié assez loin de l'arrivée. Et je dis les années Pogacar parce que j'inclus un Vingegaard qui écrase un grand tour sans sourciller, ou Evenepoel qui parfois a couru de la même manière, et parfois aussi d'ailleurs Mathieu Van Der Poel. Là, sur le 3, le côté risible où j'ai l'impression qu'on entend directement les directeurs sportifs qui criaient dans les oreillettes, surtout quand c'est passé la flamme rouge, tu relais plus, tu laisses les autres faire le boulot, et subitement d'un seul coup il n'y a plus personne qui passe. Ça a bien aidé Mathieu Van Der Poel à gagner encore une fois le 3. Maintenant, à voir comment il va être pour le round 2 et pour Roubaix, à voir est-ce que c'est parce qu'il était peut-être en forme un peu plus tôt et qu'il y a une forme un peu différente dans la manière dont c'est amené. Est-ce que c'est pour jouer avec d'autres objectifs plus tard dans l'année? Je sais pas, mais franchement, il n'y a pas de quoi non plus en être inquiet. Parce que Oui. si on regarde les bilans sur les premières classiques et si on inclut même Milan-San Remo où il n'était pas aérien, il y aurait de quoi être inquiet de Filippo Ganna et quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui à Varegem, en fait non, ça va. C'est aussi l'avantage des classiques, c'est que tu peux ne pas être bien à un moment et c'est pas ça qui est complètement rédhibitoire pour la classique d'après qui est 3 jours après ou une semaine après. Oui, c'est un peu le côté. Il faut se dire qu'un coureur va pas forcément tout gagner tout le temps. Peut-être que là, oui, il faut se dire que c'est pas forcément toujours le coureur le plus fort qui gagne, et qu'on reviendra à une période un peu plus entre guillemets traditionnelle par rapport à ce qui était avant les années 2020, on va dire globalement. Bon, on est quand même sur des vainqueurs qui sont Jesper Philipsen et Filippo Ganna. On n'est pas non plus sur du Mathieu Wehmann qui gagne Paris-Roubaix. On n'est pas sur du grand changement, en effet. Hein, c'est Tim Van Dyke aurait remporté l'une de ses courses, par exemple, lui qu'on a vu notamment à l'attaque sur le 3, là j'aurais dit oui, il y a du changement. Bon, on est encore sur du Van Der Poel, du Philipsen, etc. Mais après oui, il y a aussi ce côté de... j'en viens à poser la question, est-ce que Van Der Poel est moins fort qu'on aurait pu l'imaginer alors qu'il remporte le 3 après une quarantaine de kilomètres en solitaire? C'est dire le niveau d'attente qu'on avait, entre guillemets. Et que bon, voilà, les choses sont en train de changer, évoluer un petit peu. Et comme vous l'aviez dit au début de ce podcast, si on a du changement et si on a un peu plus de suspense,
c'est pas plus mal finalement. Pour finir, avant de se pencher sur la course de ce dimanche, est-ce que vous auriez autre chose, un autre coureur à noter qui vous a marqué peut-être de ces différentes courses? Michael, est-ce qu'il y a un autre coureur que tout cela, peut-être un Filippo Ganna, peut-être un Florian Vermeersch par exemple qu'on a vu pas mal? Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'un coureur, bon, je vais pas ressortir Tobias Lundgren à chaque fois, parce que bon, c'est vrai que sur le 3, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la tête, mais c'est vrai que Decathlon, c'est qu'il gagne le sprint. Bon, après, je sais pas si on l'a fait à fond, le sprint tête du peloton tellement facilement, je me dis, bon, ça aurait peut-être pu faire mieux Decathlon. Enfin bref. Enfin bref, moi, la Décathlon du coup sur les deux premières des 3 courses qu'on évoque aujourd'hui. J'ai bien aimé la présence. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais Décathlon du coup en général. Oui, qui vient avec Tobias Lund qui fait 6ème de l'E3 classique, qui fait 2ème de Gant Evelgem et qui avait déjà avant ça fait 6ème aussi déjà de l'Omloop Blood. Et on rajoute évidemment Stan de Wolf qui était présent dans l'échappée matinale sur l'E3 classique et qui a réussi à s'accrocher pour terminer 4ème. Et bon, en effet, sur à travers la Flandre, ça a été un peu plus compliqué, avec la meilleure place pour Oliver Nassen, 24ème, avec un Tobias Lund Andersen qui avait été lâché assez tôt dans la course. Johan, donc, est-ce qu'il y a d'autres coureurs que les Van Aert, Van der Poel assez classiques, on va dire, entre guillemets, qui t'ont marqué particulièrement sur ces Flandriennes? Oui, les frères Van Dijk. On avait vu très très fort sur Paris-Nice et qui se révèle très très fort sur cette campagne flandrienne aussi. Je sais jamais lequel est à l'attaque ou pas, parce que enfin, j'arrive pas à dissocier les deux, c'est terrible. C'est plus simple de les différencier le dos, avec le numéro de dossard, ouais. J'ai moins de mal à différencier Frère Yates que de différencier les deux là, parce que là c'est vraiment le même coureur. Ah oui, non, c'est pas le même. Ah, Ouais. mais qu'on a vu beaucoup à l'attaque, qui donne des choses très sympas, qu'on a vu aussi se prendre des énormes éclats, mais justement ça c'est aussi le côté sympa en course. Après Et forcément, même fait des... s'ils sont deux attaqués et qu'on sait pas qui est qui, ça aide à les voir souvent à l'attaque. Mais qui va aussi avec un côté où la Red Bull Bora fait quand même une belle campagne après les dernières catastrophiques, je crois. Euh, donc, en tout cas, c'est assez chouette. Oui, je crois que c'est les dernières, ouais, c'était catastrophe. Donc, en tout cas, enfin, ça fait plaisir de voir d'autres maillots, que ça change un peu, des noms qui renouvellent, parce que là, il y a beaucoup de noms un peu neufs sur cette campagne. Et c'est bien que ça renouvelle un peu tout le roster des cyclistes qui marchent sur ces courses. Et ça participe aussi au côté où bah, c'est plus seulement les 3-4 gros noms, mais en fait, il y a d'autres coureurs qui émergent et qui commencent à s'inscrire dans ces courses-là. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc de bon, les têtes d'affiche, on les connaît, voilà, on a Mathieu Van Der Poel, on a Wout van Aert, mais on pourra rajouter Tadej Pogacar qui ne s'est pas pointé sur les Flandriennes pour l'instant. Mais derrière, on peut citer au moins une quinzaine, vingtaine de noms qui peuvent faire quelque chose de très intéressant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rafraîchissant. Geoffrey, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les frères Van Dijk, sur la Decathlon, CMS et GM ou sur d'autres coureurs qu'on n'a pas forcément cités? Quitte à citer un nom, alors c'est pas un des coureurs qu'on a spécialement plus vu pour la gagne, mais je suis assez content de la campagne de flandrienne que fait pour le moment Axel Huens. C'est assez discret et c'est en arrière, mais ça montre que son arrivée chez Groupama FDJ est en train de lui faire un peu passer un cap et il cumule de l'expérience et de la caisse en étant solide dans les courses et je suis vraiment curieux de ce qu'il pourra faire dans 10 jours à Roubaix. Ouais, tout à fait, le nordiste qui a rejoint l'équipe Groupama FDJ United cette année, lui qui était chez Unibet Rockets la saison dernière, qui a notamment terminé 12e de Gand Evelgem le week-end dernier, 7e du Grand Prix de Denain, on peut le citer, également 16e d'à travers la Flandre ce mercredi. On le voit assez souvent, même si c'est pas le top 10 en World Tour, en tout cas pour l'instant. On verra, mais
intéressant à citer aussi pour les chances des coureurs français et de ce qu'on voit de nos coureurs tricolores sur ces Flandriennes. On a parlé donc de ce qu'il s'est déjà passé. On va regarder maintenant ce qu'il peut se passer sur la course qui arrive ce week-end, qui arrive dimanche, donc le Tour des Flandres, le deuxième monument de la saison. J'ai une question très simple, assez ouverte, et vous allez m'aiguiller un petit peu, messieurs. Dimanche, déjà chez les hommes, qu'est-ce qu'il peut se passer sur le Tour des Flandres ? Bon, il peut se passer Pogacar qui part dans Quarmont, personne qui peut suivre et la course est pliée. Mais on aimerait qu'il se passe autre chose. La question, c'est quel Poirmont, quel passage. Le suspense. Franchement, alors, s'il le fait dans le premier, franchement, je prends. Ça serait très précoce, mais pourquoi pas ? S'il part à la mi-course, ouais, le premier, il doit être à quoi, 130 bornes de l'arrivée ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est 136. Eh ben, allez, s'il le fait là... Bon, la première ascension du Quarmont, ça sera quoi, l'accélération de Michael Bierg ou de Benoît Cosnefroy, et puis après, c'est quoi dans la deuxième qui s'en ira tout seul, on va dire. Non, mais plus sérieusement, après, Johan, qu'est-ce que enfin, plus sérieusement ou pas, hein, qu'est-ce que tu attends, toi, de ce Tour des Flandres ? Qu'est-ce qui peut s'y passer ? Moi, j'aimerais bien un front anti-Pogacar, comme il y avait eu il y a quelques années où tu as plein de gros outsiders qui partent, qui sont un gros groupe et qui partent à l'avant. J'aimerais bien avoir une course un peu parallèle qu'on puisse voir avant que l'autre décide de démarrer à un moment ou à un autre. Donc, Plein- vraiment une course d'anticipation ? Oui, 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 de toute façon, comme ça se fait assez souvent maintenant, mais je sais pas s'ils vont vouloir, parce que l'UAE a les moyens de cadenasser cette année. Entre Morgado, Vermersch, même Cosnefroy ou d'autres coureurs, il y a moyen de bloquer la course. J'espère qu'ils vont pas bloquer la course et qu'on aura quand même beaucoup de mouvements, justement à se dire, bah, ça vaut pas le coup de rester dans le peloton et on va essayer de partir un peu à gauche, à droite, un peu partout. Il y a Mats Pedersen qui va attaquer dans le premier Quarmont. Je suis 100%. Comme il fait ses courses en ce moment, là. Mais, Il est offensif. oui, 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 on peut dire ça. Les commentateurs sur l'équipe disaient, ouais, il fait des efforts pour les courses plus tard. Bon, je suis pas sûr, hein. Je- Mais bon. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien une course où ça soit pas passif en attendant que les gros favoris bougent et que ça bouge vers l'avant, anticipation. Michael, toi, à quoi tu t'attends qu'est-ce que tu imagines qu'il pourrait se passer dimanche sur le Tour des Flandres ? Bah, ce dont on a plus ou moins tous peur, c'est UAE qui contrôle, qui bourrine. Au bout d'un moment, Poggi dit merci, au revoir, et puis c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut espérer, effectivement, des autres favoris, un peu outsiders, c'est provoquer des mouvements de course, éviter qu'on arrive sur un schéma favorable à UAE, parce que sinon, on voit à peu près tout ce qui va se passer, quoi. Et justement, vous parlez d'UAE, que vous attendez un peu en épouvantail, j'ai l'impression. Là, comme ça, il y a quelques jours de la course, qui de Pogacar ou de Van Der Poel, selon vous, a l'avantage, pour citer les deux grands favoris, les deux vainqueurs qui se sont partagés le Tour des Flandres sur ces 4 dernières années. Est-ce que c'est plus avantage Van Der Poel, plus avantage Pogacar, selon vous ? On est en année paire, donc c'est Van Der Poel. C'est vrai, 2020, 2022, 2024. Mais Pogacar ne s'était pas pointé en 2024. On peut dire ça aussi. Le nombre de courses perdues par Pogacar en ce moment est pas très très élevé, hein. Ouais, il faut remonter. Le nombre de courses tout court aussi est pas très élevé. Donc, Bah, disons que pour une course hors contre-la-montre, vraiment perdue, il faut remonter au Grand Prix de Québec. Depuis, il a offert le Grand Prix de Montréal à Brandon McNulty, puis il a gagné le Mondial, le Championnat d'Europe, les Trois-Vallées Varesines, le Tour de Lombardie, l'Estrade Bianche et Milan-San Remo. Voilà. Bon, certes, il court pas beaucoup. ouais, mais si on remonte l'année dernière, il a perdu et bien perdu Roubaix et l'Amstel. C'est vrai. Donc, tu t'accroches à ça
pour dire que. Mais on reste sur le Tour des Flandres. On a vu Casper Asgreen battre Mathieu Van Der Poel au sprint, dans un sprint à deux, de façon complètement inattendue. Donc, Il peut tout se même passer. si, c'est ça, même si Pogacar a tendance à tout écraser, on reste sur des courses où tout peut se passer. Voilà, enfin. Si on compare avec ce qui s'est passé juste avant la Chypressa, là, si Pogacar a un incident un peu avant le Koppenberg, il va pas remonter aussi rapidement que ça à l'avant de la course. Ah non, c'est sûr. Et par rapport à ce que disait Johan avec l'idée d'une genre de coalition anti-Pogacar, j'aimerais bien que Sylvain Dillier ne roule pas dans les premières heures. Sur la météo, pour le moment, on annonce un peu du vent de face sur toute la portion qui va d'Anvers à Quarmont, en gros, et que personne ne roule à part UAE. Que tout le monde décide de laisser partir l'échappée et qu'il les laisse seuls rouler. Enfin, parce que rouler dans la première moitié, là, c'est quand même se faire 140 bornes à tracter le peloton. Et Pas forcément les plus passionnantes. ouais, alors les portions où t'as quand même quelques virages, ça peut être un peu nerveux. Il y a quand même les premiers pavés avec l'enchaînement, on va dire une grosse demi-heure avant Quarmont de la Lippen-Overstrade et du Pas des Strates. Il y a quand même des moments de tension avec des traversées de villages où il y a un peu des demi-tours qui peuvent être faits dans tous les sens. J'ai l'impression que là, cette année, ils ont changé la traversée de Saint-Nicolas pour pas que ce soit vraiment juste un aller-retour qui n'ait pas trop de sens. Donc, faudra quand même être vigilant. Mais ouais, sur cette portion-là, si la météo se confirme et qu'il y a un fort vent de face dans les 3 premières heures, qu'on laisse les UAE se cramer. Bon, qu'on laisse un coureur du AE se cramer, parce qu'on a l'habitude souvent de voir un seul coureur contenir l'écart par rapport à l'échappée matinale. Mais bon, oui, mais si on laisse qu'un seul coureur d'UAE pour maintenir, je suis désolé, mais du cran de Sylvain Dillier chez UAE, s'ils en ont, c'est quelqu'un qui va manquer pour après. C'est vrai. Ça peut servir, ça peut jouer. Faudra voir. Bon, donc du coup, j'ai l'impression que vous êtes plutôt avantage Tadej Pogacar, en tout cas sur le papier. Pogacar davantage favori que Mathieu Van Der Poel. Michael, Faut avoir un remake de 2022 où Van Der Poel et Pogacar ils sont tous seuls en tête et t'as un retour de Van Baarle et Madouas dernier kilomètre et Madouas qui bat Pogacar au sprint. Hein. Alors, je miserais pas forcément sur Van Baarle et Madouas actuellement, mais pourquoi pas. On peut avoir, je sais pas, Christophe Laporte et Tim Van Dijk, j'en sais rien. Après, Madouas, on l'a vu offensif sur la route de Waregem. Après, c'est vrai, à moi, la Flandre, ça fait que 180 km, c'est trop court. Bah oui, c'était un peu court, il avait même pas 200 bandes dans les jambes, donc ça peut donner voilà, quelque chose là, d'intéressant. dimanche, là, cette année, ça part d'Anvers, donc ça doit faire bien plus de 270 km encore. J'ai plus en tête le kilométrage précis. On est sur 278 km précisément, mais avec 10 km de départ fictif. Ouais, quand on part d'Anvers, le fictif, il est très long. Donc oui, finalement, on va pas être très loin d'un Milan-San Remo, par exemple. Donc ouais, une durée de course qui sera qui sera importante et qui pourra jouer en faveur de Valentin Madouas, on verra. Mais donc du coup, bon, plutôt avantage Pogacar que Van Der Poel. J'ai pas l'impression que Michael soit parti pour contredire tout ça. Mais effectivement. Merci de ta confirmation, Michael. Et du coup, si on part donc de ce postulat qu'on a Pogacar qui a l'avantage et Van Der Poel deuxième favori, c'est quand même ce qui semble plus ou moins se dessiner. Derrière, qui peut avoir un rôle à jouer? Parce qu'on a dit qu'il y a derrière ces deux épouvantails beaucoup de coureurs, beaucoup de monde qui peut se présenter au portillon. Est-ce qu'il y a des coureurs, des équipes en particulier que vous voyez avec un rôle important, intéressant à jouer sur le papier, une bonne carte à jouer? Visma et Van Aert quand même. Quand même, c'est pareil. Ah, quand même, quand plus dans les équipiers, il y a un Laporte qui est bien en forme, Per Stranagenes pareil, Mathieu Brennan, Eduardo Affini qui connaît leur capacité, Axel Zinglet qui s'est roulé très très vite en ce moment. Comme Philippe Ogana visiblement, mais Axel Zinglet on l'a vu lui en tout cas faire une Romain Bardet.
Mais du coup, est-ce que tu penses que la Visma Leaseback peut faire une course d'équipe où bon, il y a quand même ce truc de ça. C'est Van Aert, donc on va miser tout sur Van Aert, ou on peut jouer sur un certain surnombre et utiliser plusieurs cartes, Van Aert, Laporte, Perschram-Wegenes qui a fait un podium à l'E3 aussi par exemple. D'expérience de ces dernières années de la Visma, sur les classiques en particulier et en général, je vais me contenter de dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, est-ce que eux-mêmes savent ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils vont faire? C'est un autre débat. Oui, c'est vrai que c'est pas l'équipe qu'on a vu jouer le plus plusieurs cartes, même si il y avait eu le Granon. Il y avait eu le Granon en 2022 sur le tour. Moi, j'ai envie de me raccrocher à ça. Voilà, une fois, il y a 4 ans. Oui, bah, excuse-moi d'avoir de l'espoir et de me raccrocher à ce que j'ai. Je prends Varagem l'année dernière. Oui, c'est le magnifique contre-exemple, en effet. Ouais, mais vu le nombre qu'il y a, sans jouer le surnombre, le Tour des Flandres, il y a systématiquement 2-3 moments où il y a une flopée d'outsiders qui part pour anticiper. Ah, on pourrait facilement en voir un ou deux de cette équipe-là devant. Justement, parce que vous semblez attendre particulièrement toute une phase d'anticipation. Geoffrey et Johan, vous disiez vouloir un petit peu attendre une course anti-Pogacar. Quels coureurs seraient justement les plus intéressants à voir se glisser dans des tentatives d'anticipation, si c'est ce que vous attendez le plus? Anthony Turgis, Jonas Abrahamsen. Il y a quelques gaziers qui vont anticiper à un moment ou à un autre. Michael? Oui, ce genre de profil. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah, du Lidl. Ah bon, Pedersen, je sais pas si vous le bon, il est capable d'attaquer de loin, ça, on connaît le bonhomme. Mais J'ai souvenir du Tour des Flandres il y a 3 ans, justement. Je sais plus compter, je crois. Mais où Pedersen était le dernier repris de toute cette phase d'anticipation. oui, après, je sais pas, exemple, rien que chez Lidl, Edward Thun, Søren Kragh Andersen, des coureurs comme ça, on se dit pas, ils vont gagner le Tour des Flandres, ils peuvent aider s'ils peuvent anticiper, par exemple. Johan, je crois que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, oui. Non, mais sur un Pedersen, c'est comme ça que c'est révélé aussi quand il est fait deuxième du Tour des Flandres avec échappée matinale. Il a quand même une très 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 grosse résistance. Après, moi, une équipe qui aurait des énormes cartes à jouer d'anticipation, mais j'espère très très fort qu'ils vont pas faire bloc autour du leader, c'est la Red Bull, qui je trouve est la plus grosse équipe après la UAE peut-être. La Red Bull, justement, on va en parler, parce que on a eu la grosse annonce là de ce 1er avril, et visiblement c'est trop gros pour faire un vrai poisson d'avril en Belgique. Gerard Drisners va faire le Tour des Flandres. Et va attaquer kilomètre zéro. Non, c'est Remco Evenepoel qui a annoncé qu'il sera au départ de son tout premier Tour des Flandres. Lui qui au début de sa carrière avait dit que les pavés, le Tour des Flandres, ça intéressait pas forcément. Là, il arrive pour faire le Round 2 sur sa première saison avec la Red Bull Bourans-Grohe, après avoir quitté la Soudal Quick-Step, même s'il n'a fait aucune Flandrienne sur ce début de saison. Même depuis le début de sa carrière, il s'est pas souvent montré sur les pavés. La semaine dernière, il était au Tour de Catalogne. Qu'est-ce qu'il peut faire, Remco Evenepoel, là comme ça sur son premier Tour des Flandres, sans même avoir fait d'autres Flandriennes sur ces dernières semaines? La clavicule. D'accord, merci Geoffrey. C'est pas plus dangereux que l'Amstel Gold Race. Donc toi, Johan, à quoi tu t'attends pour Remco Evenepoel, pardon? Ah, après, avec l'équipe qu'il a et la force qu'il a, et en soi, il peut jouer la victoire. C'est Ah oui. le problème principal. Oui, oui, oui. Non, mais le mec est capable de rouler tout seul devant le peloton, il peut jouer la victoire. Faut pas. Non, mais c'est juste que, tu vois, on a souvent tendance à dire les Flandriennes, il y a un côté où il faut savoir rouler sur ces routes. Ouais, et puis il y a Valverde qui s'était ramené en touriste, il était dans le groupe de tête 25 bords de l'arrivée. Hein. Enfin, bon, quand t'es fort à un moment. Hein. Donc, c'est pas. Enfin, il est capable de remonter le peloton sur le côté pour aller se replacer dans le vent, donc c'est pas très grave. Enfin, il y a pas besoin qu'il sache frotter, il y a pas besoin qu'il sache gérer ses efforts, machin. Donc,
C'est pas comme si c'est un coureur qui a besoin de maximiser son potentiel sur la course. Il peut venir en gros bourrin et quand même faire quelque chose. Oui, disons qu'un Jonas Vingegaard viendrait pour faire un premier Tour des Flandres, t'aurais pas forcément beaucoup de confiance. Là, Remco Evenepoel, tu te dis, il peut faire quelque chose de chouette. Oui, oui. Enfin, en tout cas, pour moi, le gros problème pour lui, c'est que Van der Poel et Pogačar existent et que ça va être compliqué de battre ces deux-là. Mais sinon, pour moi, il joue la gagne. Enfin, on l'a vu quand même en forme sur la Catalogne. On a quand même, enfin, il n'y a pas de raison qu'il aille pas là pour jouer la gagne dans une équipe qui marche bien en ce moment, qui a priori sera bien en place autour de lui. Avec lui, il y a Gianni Vermeersch qui a des années d'expérience autour de Mathieu Van Der Poel pour gérer cette course-là, donc ça va quand même vachement l'aider. Il y a Tratnik aussi, je pense, qui sera dédié à rester autour de lui. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il s'enferme dans un côté. Ce qu'il a tendance un peu, c'est de dire ah, je veux être dans mes codes d'honneur à 2 balles et je veux faire face à face avec Pogačar et Van Der Poel et je veux rester avec eux et je vais attendre qu'ils attaquent. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Et j'ai très peur qu'il fasse cette course-là et qu'il enferme son équipe dans cette course-là, alors que ça pourrait être la plus belle équipe pour dynamiter la course, mais voilà. Michael, toi, tu t'attends à quel Remco Evenepoel sur son premier Tour des Flandres? Puisqu'il va être très attendu en Belgique. C'était peut-être aussi pour ça que l'annonce a été faite aussi tardivement que Remco Evenepoel participe à son premier Tour des Flandres là ce dimanche. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Déjà, comme quelqu'un l'avait mis sur le forum, ce qu'on peut apprécier, c'est déjà que Remco Evenepoel vienne venir sur le Tour des Flandres. Parce que sur le papier, c'est vrai que je pensais pas que ça allait le botter un jour. Et qu'il vienne pas à un âge, on va dire, canonique, contrairement à Valverde, par exemple. Qu'est-ce que je suis venu à 38-39 ans de mémoire au Tour des Flandres, donc ça faisait un petit peu tard pour espérer jouer la victoire un jour. Passer ça. Remco, oui, je pense que s'il vient là, je pense pas qu'il vient pour faire 15e, hein, c'est pas trop le genre de la maison. Après, comme le souligne Johan, c'est vrai que le problème d'Evenepoel, c'est que des fois, quand il peut être têtu et veut son plan de course et effectivement opposer un face-à-face, pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Donc, il peut jouer avec son équipe. Après, franchement, alors là, je sais pas du tout. Il peut très bien moi, si vous me dites il gagne, oui, ou il se fait la clavicule, comme dit Geoffrey, au bout de 130 km, moi, les deux sont aussi probables l'un que l'autre. Hein. Là, j'avoue, je vois pas trop. C'est tout ou rien. Avec lui, c'est souvent tout, ça peut être tout ou rien. Hein. Là, clairement. Bon, après, gagner, quand même, s'il gagne, là, ce serait complètement fou. Là, en Belgique. S'il gagne le Tour des Flandres avant Wout van Aert. Là, j'avoue, pour ce dernier, ça ferait un petit peu mal quand même pour lui. Hein. Mais bon, en Belgique, serait très content de le gagner quand même, je pense. Mais oui, mais je le vois pas gagner, mais je le vois faire une bonne perf quand même. Ouais, donc oui, là, vous êtes quand même plutôt confiant. Oui. Ouais, mais c'est soit il est à la lutte pour le podium, soit il est pas à l'arrivée. Ouais, donc ça rejoint ce qu'on disait un peu le côté tout ou rien propre à Remco Evenepoel. Maintenant, je sais pas ce qui serait le plus drôle après quelques années de difficulté de l'équipe Quick-Step, alors qui pue l'équipe de Patrick Lefebvre sur les Flandriennes. Qu'est-ce qui serait le plus drôle entre un Evenepoel qui se foire complètement l'année où il vient au Tour des Flandres, alors que l'équipe Quick-Step avait arrêté un peu son côté flandrien pour devenir une équipe de course par étapes, et Quick-Step qui se retrouve à faire leur meilleur Tour des Flandres depuis longtemps, ou Evenepoel qui finit mieux classé que tous les Quick-Step qui sont sur la course. mais les deux ont potentiel à être original et intéressant. Il y a un petit potentiel, ça fera partie des courses dans la course à suivre. Mais donc du coup, ça, petit pronostic sur Remco Evenepoel pour vraiment se mouiller. Geoffrey, tu le verrais quoi? Déjà, à l'arrivée, pas à l'arrivée, podium, pas podium, Allez, etc. on va dire quelque part dans le top 10. Allez, Johan. Tu sens que Geoffrey se mouille pas assez là. 4e. 4e, ok, au pied du podium. Et Michael? J'allais exactement dire la même chose. 4e. Eh ben allez, on va garder la 4e place qui va être donc
votre pronostic commun, on va dire. Justement, on va finir avec les pronostics pour la victoire. Puis si vous avez envie d'en dire plus après, on pourrait en dire plus. Quels seraient vos pronostics déjà? On va regarder pour la course masculine déjà. Johan, justement. Devant donc la 4e place de Remco Evenepoel, qui gagnera pour toi le Tour des Flandres? Attends. Ah, il faut retrouver la Starfist. Euh, Parce que t'as un doute entre Pogacar, Van Der Poel, ou t'as envie ou c'est que t'as Ouais. vraiment envie de me chercher un nom bizarre. j'ai un doute entre Pogacar et Pogacar, globalement. Euh, Ah, c'est bien de l'assumer en tout cas. je vais dire Pogacar, et puis honnêtement, je vois pas dans quel monde il perd avec les performances qu'il fait actuellement. Le mec qui gagne des millions sur Remo avec des patins collés à la roue. Bon, bref. Je sais pas qui peut le prendre ou peut le prendre au sprint. Même au sprint, je pense qu'il fume Van Der Poel en ce moment. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est que quand on voit en plus les excuses qu'on nous sortait après Milan-San Remo, pour dire ah oui, il avait le vélo cassé, il avait ceci, il avait cela. Bon, ça suffit. On a vu les peignets qu'il a mis à tout le monde. On sait que c'est Pogacar. Et, Bon. si qui est ma haute tech, Matej Mohoric. Mohoric, allez, ça c'est ton pronostic farfelu, on va dire ça gentiment. Même si encore Mohoric revient, c'est pas complètement n'importe quoi. Mickaël, quel serait ton pronostic pour la victoire? Le pronostic réaliste, Pogacar en 1 et Van Der Poel en 2. Sinon, le meilleur, Van Aert. Le plus comique, Evenepoel qui bat Van Aert, 1 et 2, mais ça me paraît assez comme un peu trop alternatif quand même. Et, et sinon, Van Aert, pourquoi pas. Allez. Allez, pourquoi pas Van Aert, on note. Et Geoffrey, pour finir, Van Der Poel ou Van Der Poel? Je vais dire Van Der Poel. Ah, au hasard, On au est en hasard. on est en année paire, donc c'est pour Van Der Poel. Il va aller chercher le record là. Et comme scénario alternatif, je vais dire l'échappée matinale qui va au bout et Ryan Boulawat qui fait une Jackie Durand. C'est pas de titre, hein. Très bien, on salue Ryan Boulawat, très sympa au passage. J'ai pu le constater encore pas mal de En tout cas, fois. en tout cas, pour la stat, il n'y a pas de Belge sur le podium depuis 4 ans. Donc, potentiellement, ça continue dans le. Ah, est-ce que Van Aert et Evenepoel vont rétablir la présence d'un Belge sur le podium ou un autre coureur? Je sais pas quel Belge vous avez envie de me sortir du chapeau. Je sais pas, Geoffrey qui va sortir un Toon Aert. Yeno Bergmoes qui règle un petit groupe au sprint pour la 3e place. Voilà, pour faire le type sur le podium ou qu'on n'attendait pas du tout, comme un Luca Mozzato il y a pas longtemps. Voilà. Et maintenant, sur le Tour des Flandres féminin, puisqu'il y a aussi des femmes, on va pas les oublier, quel serait votre pronostic avec ce qu'on va pouvoir imaginer et déjà après les courses que l'on a eues, après notamment à travers la Flandre ce mercredi, remporté par Lorena Wiebes devant Demi Vollering qui avait un peu plus tôt, il y a un mois, remporté l'Omloop et Tusblad en début de saison. Geoffrey, quel serait ton pronostic, même si en me posant la question, j'ai un nom qui est en train de s'afficher en lettres rouges majuscules et en gras. Lequel des deux? Celui que j'ai annoncé pour Milan-San Remo alors qu'elle était pas là ou celle que j'ai pas pu annoncer à ta grande surprise mais qui l'a gagné quand même? Je pense à celle qui a remporté San Remo. Ouais, je pense à elle aussi, oui. Lotte Kopecky qui revient en grande forme, qui a déjà le record côté féminin, et si elle le gagne une 4e fois, ce serait un record absolu. Sauf si Mathieu Van Der Poel le gagne quelques heures avant. C'est vrai. Lotte Kopecky qui a remporté donc San Remo, qui avait remporté aussi quelques jours avant Knocker course, et qui, là ce mercredi, a pris la 12e place d'à travers la Flandre. Et en pronostic hasardeux, ça se regarde à fond dans le final, ça revient au sprint, et c'est Carrie Lloyd qui gagne. Ou Kat Ferguson, une des deux. D'accord, oui, donc t'as envie d'aller chercher du pronostic un peu fort, même si bon, Carrie Lloyd qui a déjà créé la surprise en remportant le Tour de Bruges.
mais elle n'a pas Ouais, fini que- Wevelgem et à travers la Flandre. Mais elle a fait deuxième d'à travers les Hauts-de-France l'année dernière, dans un petit sprint épique sous la grêle. Donc, à noter, à noter. Et elle a fait un peu de piste chez les jeunes, mais bon, ça Ah, c'est. voilà, ça c'est accessoire. Évidemment. Michael, qu'est-ce que tu donnerais comme pronostic, toi? Une Visma, Ferrand Prévôt ou Voss. Et si tu devais faire un choix? Morbidelli, Ah, moi, le choix du cœur, c'est Ferrand Prévôt, mais bon, Oh, tu sais, Ah. tu seras pas le premier à faire un choix du cœur dans ce podcast, hein. oui, oui, effectivement. Donc allez, on note Pauline Ferrand-Prévot, qui vient pour prendre sa revanche, hein, sur le Tour des Flandres. Elle qui avait pris la 2e place l'année dernière sur le Tour des Flandres, derrière Lotte Kopecky. Et une équipe Visma qui est une Liekenoyen qui est en grande forme en ce moment. Ah tout à fait, qui est pas passé loin de piéger en beauté magnifiquement Marlene Reusser et Demi Vollering ce mercredi sur À travers la Flandre, en citant également la présence, bien sûr, de Marianne Vos. Mais je crois que Johan voulait rajouter Margot Vigier également, parmi les coureuses de Visma qu'il faudra suivre et qui pourront avoir un rôle à jouer. Et justement, Johan, quel C'est serait... assez dingue d'ailleurs qu'elle soit pas blessée après sa chute hallucinante dans Milan-San Remo. Ah, ça, ah oui, alors ça, c'est... je vais le rajouter à la longue liste des mystères du cyclisme. Il y a un coureur sur le tour aussi qui avait fait ça, je crois, qui était tombé d'un parapet genre de 10 mètres et d'un bout de route à l'autre bout de route. Je crois que c'est Perrault ou un autre coureur dans le genre qui a fait Ouais, ça. mais qui a Pereiro, gonflé, puis- Pereiro, il s'était cassé la jambe. Ou le bras, je sais plus, mais Oui, il était pas reparti. Oui, là, Margot Vigier qui a réussi à finir sans Remo, dans cette chute... Bah, finir Terrifiant. encore à chaud, ça va, mais Oui. être encore là et pas être blessé et enchaîner. Oui, c'est... Fracture de l'humérus gauche, il avait eu. Voilà, merci pour la précision, Michael. Du coup, Johan, quel serait ton pronostic, toi, pour le Tour des Flandres côté féminin? On va partir sur Puck Peters, qui est plutôt en forme, mais pour moi la favorite c'est Vollering, je pense dans les bosses, mais qui a pas forcément une grosse capacité à gagner sur les classiques. Et Puck Peters, là, elle est quand même vraiment pas mal en ce moment. Puck Peters, qui a fini 4ème de San Remo. Elle était dans le groupe final pour la gagne, mais elle a fini dernière de ce groupe de 4 après que Dominika Wlodarczyk ait laissé filer, on va dire, et essayer de lancer le sprint pour sa coéquipière de chez UAE, et Leonora Camilla Gasparini qui a fini 3ème derrière Noémie Rugg 2ème et Lotte Kopecky 1ère. Voilà, le petit rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la course de ce San Remo féminin, qui aurait dormi pendant l'après-midi. Peter Seu qui attaque et qui se met quelques mines avec Lucinda Brandt sur un pavé Au hasard. à 45-50 bornes de l'arrivée, ça aurait un peu de gueule et ça rappellerait des bons souvenirs de l'hiver. Oui, dans le Copenberg par exemple. Bah écoutez, voilà, je sais pas si Johan, Geoffrey ou Michael, vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vous attendez de ce Tour des Flandres là côté féminin, pour l'évoquer un petit peu plus. Voilà, pour rappeler avec toutes celles qu'on peut attendre. Forcément pas mal de monde, pas mal de coureuses. Je pourrais rajouter une Elisa Longo Borghini. En fait, il y a un peu plein de coureuses qui peuvent gagner. Pour le coup, là, c'est très ouvert. Une Reusser, elle peut gagner. Longo Borghini, ça peut gagner. Ça peut même finir un peu groupé au sprint et Balsamo peut gagner, par exemple. Je sais pas. Enfin, c'est pas impossible. Donc, il n'y a pas vraiment de nom clair qui se dégage quant à la victoire. La seule vague tendance, c'est qu'a priori, UAE et FDJ Suez, ça va être un peu les équipes qui vont driver la course, plus ou moins. Mais sinon, après, de savoir qui va gagner là-dedans, c'est pas très évident. Et en autre coureuse, je suis curieux de ce que ça va donner. Elle l'a gagné chez les jeunes, enfin chez les jeunes, elle a que 20 ans, mais Célia Géry qui va le faire pour la première fois avec les élites. Je me demande ce que ça va donner, même si a priori ça va plus courir en équipière, ce qui est assez logique.
C'est vrai que ça peut donner quelque chose d'intéressant, en effet, pour Célia Géry au sein de l'effectif de la FDJ United Suez, côté notamment de Demi Vollering, Alice Chabet et Francis Cacor. Il y a pas mal de choses intéressantes à jouer. Bon, je sais pas, est-ce qu'on peut dire en simplifiant à l'extrême que pour le spectacle, ça sera au milieu d'après-midi chez les hommes et le suspense à la fin d'après-midi chez les femmes? On sait pas, hein. Chez les hommes, ça peut se trouver à avoir 2-3 coureurs qui se tiennent, qui se lâchent pas, et chez les femmes, une coureuse qui part toute seule à 30 bornes, c'est pas impossible non plus, hein. Voilà, eh ben, on fait bien de rappeler. On va finir là-dessus pour un bon poncif. Il peut tout se passer, voilà. On peut avoir 2 courses pourries l'une après l'autre, hein. C'est pas impossible non plus, hein, tu vois. On va s'attendre à tout et on va surtout profiter donc de ces Tours des Flandres qui nous attendent dimanche. Chez si Lorena Vibes lève les bras trop tôt, qui est-ce qui la passe sur la ligne? Peut-être personne, parce qu'à San Remo, elle a levé les bras trop tôt et personne ne l'a passé, mais donc bon, on verra. Voilà, écoutez, vous aurez suffisamment de temps encore pour faire tous ces pronostics et qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut voir. Il peut se passer évidemment beaucoup de choses. Voilà, on aura le temps de suivre toutes ces courses. Avec intérêt évidemment, je sais que Geoffrey tira vibrer ça sur place au plus près sur le vieux Quarmont et tu nous rapporteras toute l'ambiance comme tous les ans et toute la playlist douteuse des Belges sur place. Mais ça... C'est pas la playlist qui est douteuse, c'est l'enchaînement qui redéfinit le concept de l'aléatoire. Voilà, c'est donc c'est une expérience à vivre, on va dire. On va le dire comme ça. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que la playlist. Parce que juste pour donner une idée de ce qui peut s'y passer, l'année dernière, en y arrivant assez tôt, sur le coup de 10 heures, il y avait une femme qui montait le pavé de Quarmont alors qu'elle était en béquille avec une cheville dans le plâtre et qui se fait doubler par un mec qui est déguisé en Mario, qui est sur une caisse de bière avec des roulettes et qui jette des bananes. Camoulox. Voilà. Voilà, c'était littéralement la première image sur l'arrivée sur le pavé de Quarmont l'année dernière. Voilà, et c'est le Tour des Flandres, hein. C'est la magie du vélo en Belgique, dans les Flandres. Écoutez, je pense que ça ne se décrit pas, ça se vit, ça se voit. Quiconque aime le vélo doit se débrouiller pour aller à Quarmont sur le Tour des Flandres au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment une fête hallucinante et... C'est une chose à faire en tout cas. Et en tout cas pour en expérience de spectateur sur une course cycliste, il n'y a rien d'incomparable. Bon, voilà, même le Tour de France, même Paris-Roubaix, d'un point de vue expérience de spectateur, c'est le Tour des Flandres à Quarmont, c'est pour moi c'est au-dessus. Écoutez, pour ceux comme toi qui auront la chance d'être sur place, profitez. Pour ceux qui ont pas qui se contenteront de suivre déjà à la télé, et puis on va profiter de suivre la course à la télé. Puis pour ceux qui pourront pas forcément voir toute la course, qui pourront pas forcément voir la course, on se retrouvera de toute façon pour tout le monde, toutes ces personnes, tous ensemble, la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pour faire le grand débrief de ce Tour des Flandres dans le prochain épisode de notre podcast. Tout ça va nous amener donc à la conclusion. Merci beaucoup, Geoffrey, Johan et Mickaël, de m'avoir accompagné pour parler des Flandriennes. On a beaucoup de choses à dire, et avec le Tour des Flandres qui arrive, forcément, je sais que ça vous tient à cœur particulièrement. En attendant donc le prochain podcast Chasse-Patate la semaine prochaine, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, notamment dimanche pendant la course, n'hésitez pas, ça va partir dans tous les sens, ça va être génial. Et aussi vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux pour vivre et suivre les courses, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse-Patate.